Première étape, créer ou modifier l'identité du site. Alors ça porte le même nom. Ce qu'il faut retenir dans WordPress, 3 sections principales. Vous en avez plusieurs, mais il y en a surtout 3 qui vont revenir en boucle. Article. Dans article, vous avez tous les éléments qui permettent de gérer le blogging, c'est-à-dire les catégories, les étiquettes et les articles. Vous allez pouvoir créer tout ce qui est nécessaire pour le blogging. Pour le site vitrine, tout se passe dans Pages. C'est là où vous allez pouvoir créer des pages, pages de contact, pages de confidentialité, pages d'accueil, pages de présentation des services. Le dernier endroit où vous allez passer beaucoup de temps, c'est apparence personnalisée. Si vous maîtrisez ces 3 menus, vous avez 80% des réponses à vos questions. Pour l'identité du site, quand on parle de l'identité du site, on entend par là le logo, le titre du site, le nom du site, le logo, l'icône, le favicon, on va les voir. Donc là, on va aller dans apparence personnalisée. On va arriver dans le menu de personnalisation du thème d'Astra. Les éléments de base structurants du site se trouvent ici en bas. Identité du site, vous cliquez dessus. Première question qu'on va vous demander, c'est le favicon. Modifier, quel est le favicon? Le favicon, c'est le petit icône qui va apparaître en haut dans vos onglets. Si on vous dit dans une énoncée modifier le favicon, c'est ce premier élément qu'il va falloir changer. Ensuite, il y a le bouton qui se trouve en dessous, réglage du titre du site et logo. On clique dessus et là, vous allez pouvoir modifier le logo du site, le titre, le slogan. Vous allez pouvoir décider si un élément doit apparaître pour juste les PC, les tablettes et les téléphones. Si vous voulez faire apparaître seulement pour les téléphones, vous décochez les autres et vous cochez seulement téléphone. Si ça doit apparaître pour tous les sites, enfin tous les types de sites, alors on coche tout. S'il faut modifier des couleurs, la taille du logo, alors pour la taille du logo c'est là, pour les couleurs c'est dans Design, l'onglet qui se trouve ici, vous allez pouvoir modifier la couleur du logo, couleur du titre, couleur du slogan, taille de police, etc. etc. Modifier l'entête. Modifier l'entête et le pied de page se font de la même manière. On va retourner en arrière, on va revenir à la base du menu, et là vous allez retrouver en-tête. Ça porte bien son nom. Quand on va cliquer sur en-tête, vous allez retrouver ici 3 petites barres qui vont apparaître. Ces 3 barres représentent l'en-tête qui se trouve là-haut. L'en-tête, on ne voit pas bien, mais il est découpé en 3 parties. Titre du site et du logo, ici, il a été placé dans la barre du milieu. Si mon logo et mon titre de site, je voulais le faire apparaître en plein milieu, je déplace ça ici en plein milieu et le titre du logo et le logo se déplacent en plein milieu. Pareil pour le menu principal, vous pouvez le placer où vous avez envie, si vous voulez le placer ailleurs. Donc vous avez la possibilité de configurer les éléments qui composent l'entête en cliquant directement dessus. Les éléments qui composent l'entête, vous pouvez les déplacer, mais vous pouvez aussi les configurer en cliquant sur le nom de l'élément, sur le carré de l'élément, et là vous allez pouvoir modifier les éléments en question. Vous pouvez également changer la couleur ou l'image de fond de cette entête. Pour ça, il faut cliquer sur la petite roue crantée qui se trouve en face de chaque barre, et là vous allez pouvoir choisir. Par exemple, si vous mettez une arrière-plan sous forme d'image. Et elle apparaîtra là-haut. Vous avez également un bouton ici, More Setting. Ce bouton-là permet d'avoir plus d'options, ce qui va permettre notamment, par exemple, de dire que l'image ne doit pas se répéter, mais qu'elle est fixe. Si elle est fixe, elle va défiler, bon alors on n'en voit pas bien, mais elle va défiler en même temps que la page. Vous fouillerez, vous avez d'autres options disponibles ici dans Design. Voilà, ça sera pour modifier l'arrière-plan ou les couleurs de votre en-tête. Vous pouvez rajouter d'autres éléments dans l'en-tête en cliquant sur les plus qui apparaissent quand vous survolez ces barres-là. Par exemple, ici je clique dessus et je voudrais rajouter un icône de compte pour permettre aux utilisateurs, quand ils cliquent sur cette icône, de s'identifier. Il y a autre chose à savoir, si vous retrouvez pas les menus dans la barre de gauche qui correspondent à ce que vous cherchez ici sur la page, vous pouvez aussi cliquer sur les petits crayons qui apparaissent quand vous survolez un élément. Par exemple, là, je survole le menu, je clique sur le crayon, ça va m'amener dans les réglages du menu. Et d'ailleurs, on peut configurer le menu en cliquant ici, mais on en reparlera tout à l'heure. Si vous voulez rajouter du texte dans l'entête, vous cliquez sur un plus, on vous offre la possibilité de rajouter widget 1, widget 2. Le widget 1, widget 2 vous permettent en fait ce sont des conteneurs vides
Quand vous cliquez sur l'un de ces conteneurs vides, vous allez insérer un conteneur vide. Vous voyez ici, par exemple, j'ai ajouté le conteneur widget 2 et là, il y a écrit « Ajouter un widget » qui apparaît. Ça veut dire que si je clique sur le bloc en question, sur la barre de gauche ici, j'ai un nouvel élément qui apparaît, c'est un plus. Quand je clique sur ce plus, j'ai la possibilité de rajouter des éléments comme un paragraphe qui me permet de rentrer du texte, ou une image, ou d'autres éléments. Je clique sur tout parcourir, et là j'ai tous les éléments disponibles qui existent, qui sont mis à disposition pour alimenter l'entête. Donc voilà, je vais rajouter un paragraphe par exemple, et je vais écrire bienvenue. Voilà, mon texte est apparu là-haut. Vous regarderez, vous avez d'autres éléments qui sont disponibles qu'on peut rajouter. On peut rajouter une barre de recherche, par exemple, pour que le visiteur puisse faire des recherches. On peut rajouter des icônes de réseaux sociaux. Si je rajoute les icônes de réseaux sociaux, ils sont apparus là-haut. Et si je dois les configurer, par exemple, on me demande d'enlever Twitter et de configurer les liens de Instagram et Facebook, je vais cliquer ici sur le bloc social. Et là, j'ai la possibilité d'ajouter des éléments, d'en retirer. Twitter, j'en veux pas. Je clique sur la croix, ça le vire. Je veux par contre TikTok. Je vais cliquer ici sur le petit sélecteur qui se trouve là. Je fais défiler, je cherche TikTok, je le sélectionne et je clique sur le bouton ajouter un icône social. Pour ensuite configurer le lien, je clique sur la flèche qui se trouve là et je rentre l'URL d'Instagram qui vous sera communiqué en annexe du sujet. Si on vous demande de configurer les réseaux sociaux, on vous donnera les liens de ces réseaux sociaux. Quand on a terminé, on clique sur publier pour sauvegarder nos données, nos modifications. Le pied de page se gère exactement de la même manière que l'entête. On descend un peu plus bas et là vous avez le menu pied de page. Pareil, si vous vous rappelez plus que ça s'appelle un pied de page, vous faites juste défiler, vous allez là, vous voyez le crayon, vous cliquez dessus, ça ouvre automatiquement la barre de configuration du pied de page. Et le pied de page se règle exactement de la même manière. Comme je disais, on clique sur un plus, on choisit un élément, un widget vide qui va pouvoir éventuellement contenir des éléments. Je clique ici, je vais pouvoir ajouter par exemple des icônes de réseaux sociaux ou d'autres éléments de ce genre-là. Donc c'est pareil, vous avez les mêmes éléments de copyright, etc., etc. Rien de plus à dire par rapport au pied de page, ça fonctionne de la même manière que l'entête. Modifier l'entête. On a vu modifier l'emplacement du menu principal. Donc ça, on l'a survolé tout à l'heure. Vous avez vu quand j'ai déplacé le bloc menu, ça m'a permis de le mettre au centre ou sur les côtés. Activer les réseaux sociaux, on a vu. Alors, on parle de deux types de réseaux sociaux. C'est deux choses différentes. Menu des réseaux sociaux, c'est celui qu'on a fait tout à l'heure. Social. Et ensuite, je clique là-dessus et je configure mes éléments. Par contre, si on vous demande de mettre des icônes de réseaux sociaux, alors là, c'est différent. Ce sont des blocs. Alors attention, quand on parle de blocs dans WordPress, rien à voir avec PrestaShop. Ce sont les éléments qu'on peut rajouter dans une page, dans un en-tête ou dans un pied de page. Par exemple, je veux mettre des icônes de réseaux sociaux. Je vais cliquer sur le plus. Comme il s'agit d'éléments qui servent normalement à alimenter les pages et les articles, on va utiliser un conteneur de widgets. Je clique dessus, ensuite je vais cliquer sur le plus qui se trouve ici, je tape dans la barre de recherche sociale, là je vais retrouver icône de réseaux sociaux. Je clique dessus, j'ai une barre vide qui s'est insérée avec un plus sur le côté. Je clique sur le plus, je cherche maintenant l'icône de réseau social qui m'intéresse. Si je ne le trouve pas, je tape son nom. Je clique dessus, j'ai ajouté l'icône Snapchat. Mais l'icône n'est pas encore fonctionnelle. Pour qu'il soit fonctionnel et qu'il apparaisse dans mon pied de page, il faut que je clique dessus une nouvelle fois et là, je vais rentrer l'adresse. Alors, pareil, encore une fois, on vous donnera l'adresse. Bon, là, j'en mets une au hasard. Je valide. Et normalement, j'ai mon icône de réseau social qui apparaît. Il est là. Gérer les widgets en pied de page et colonne latérale du blog. Les widgets en pied de page, on vient de voir comment ça fonctionne. En colonne latérale, c'est un peu différent. La colonne latérale, vous avez deux manières de le configurer. Première manière, il faut se rendre dans une section où la colonne latérale apparaît. Et la colonne latérale n'apparaît que quand on est dans le blog. Ici, je n'ai aucune section de blog, donc je ne vais pas pouvoir la voir apparaître. Le meilleur moyen pour contourner ce problème et éviter le souci, retenez juste colonne latérale. C'est dans le tableau de bord de WordPress. Donc, on va quitter le menu de personnalisation de Astra. On va retourner dans le tableau de bord de WordPress qui est ici. Et là, on va aller à
dans Apparence, Widget. Apparence Widget, je vais retrouver ici ma colonne latérale. Elle s'appelle ici colonne latérale principale. Vous avez d'autres endroits, mais ils vous interrompront pas parce que Astra a pris la main dessus. En revanche, la colonne latérale principale, comme c'est un peu compliqué parfois pour la retrouver dans Astra, il est préférable de l'éditer directement ici. Cette colonne latérale, vous avez juste à cliquer sur un plus et vous retrouverez les mêmes éléments qu'on a vu tout à l'heure en widget. Que vous pouvez rajouter. Vous pouvez rajouter un paragraphe pour taper du texte. Vous pouvez rajouter des icônes de réseaux sociaux ou vous pouvez même chercher d'autres éléments que vous pourriez être amené à ajouter qui pourraient vous intéresser. Tout ce qu'on vous demandera d'ajouter en colonne latérale se trouve dans le plus. Donc si à un moment on vous demande d'ajouter un flux RSS dans la colonne latérale, vous tapez simplement ici RSS et vous allez le trouver, le flux RSS. C'est un bloc qui attendra qu'on mette un lien. Une fois qu'il est inséré, il va attendre que vous renseigniez le lien. Le lien, on va vous le donner en annexe. On vous demande de rajouter un nuage d'étiquettes. Tapez nuage, vous allez le trouver. Nuage d'étiquettes, vous cliquez, il n'y a rien d'autre à faire. Il va s'insérer, le voilà le nuage d'étiquettes. Vous voulez rajouter une liste des catégories, vous tapez catégories et vous l'avez. Liste des catégories, elle s'ajoute. Et voilà toutes les catégories de votre blog. La barre latérale ne sert normalement, généralement, que au blog. On reviendra sur toutes les notions de blog. Toutes les notions de blog dans WordPress, c'est le seul élément un peu compliqué dans WordPress. Le reste est très simple dans WordPress. Mais par contre, le blogging, ça demande un peu de compréhension. On va en reparler. Une fois que vous avez ajouté des éléments ici dans la colonne latérale, vous cliquez sur mettre à jour, c'est terminé. Si éventuellement on cherche un peu loin et qu'on vous demande de modifier la position de la colonne latérale, dans ce cas-là, il faut retourner dans personnaliser. Et vous allez vous rendre dans blog et en fonction de ce qu'on vous demande, il faudra soit l'un, soit l'autre, soit les deux. Modifier ici la position de la colonne latérale. Là, je suis rentré dans blog archive, je défile un petit peu vers le bas et là, je trouve mise en page de la colonne latérale, à droite ou à gauche. Je reviens en arrière. Si on me demande de le faire apparaître partout dans le blog, y compris sur les articles, je vais choisir la deuxième option, publication seule, et je vais également configurer à gauche ou à droite. C'est tout pour la colonne latérale. Personnaliser la structure des pages ou des articles en colonne latérale. Alors ça, en fait, la structure des pages, la plupart des gens, quand ils entendent structure, ils pensent que ça, on parle du menu qui se trouve ici avec des sous-pages. C'est pas ça. On le retrouve dans page. Vous vous rendez dans page. Il y a deux endroits où on configure la structure du site. Un dans page. Et on va retrouver ici la liste de vos pages. Ici, j'ai créé une structure en plaçant nous contacter et où nous retrouver en sous-page d'infos pratiques. Pour faire ça, alors soit vous cliquez sur le nom de la page et vous le configurez à l'intérieur de la page, vous allez trouver page parente, soit vous cliquez sur modification rapide. Je clique sur modification parente, je clique sur modification rapide, je trouve ici la section parent. Parent, j'ai dit que Info Pratique était le parent de nous contacter. Ça veut dire que nous contacter devient une sous-page d'Info Pratique. Info Pratique est le parent, c'est le supérieur hiérarchique de où nous retrouver ou de nous contacter. Donc en fonction de la structure qu'on va vous demander, vous allez placer vos pages en sous-page d'un autre élément. Ces éléments de structuration, on le retrouve dans les pages, on le retrouve dans un autre endroit dans WordPress, c'est dans articles, catégories. Ce sont les deux seuls éléments qu'on peut structurer dans le site, page et catégorie. Ici, si vous vous souvenez, on avait fait la catégorisation, on avait fait des sous-catégories. Idées voyage, Afrique, Afrique de l'Ouest. Vous connaissez au tiré la dépendance qui existe entre ces différentes sous-catégories. On va probablement vous demander de structurer des catégories. Donc c'est de la manière suivante que ça se passe. Là, si vous devez rajouter par exemple Afrique de l'Est ou Afrique centrale, je vais rajouter une nouvelle catégorie Afrique centrale. Je vais dire que la catégorie parente, c'est Afrique. Je sauvegarde et là, je vais avoir une nouvelle catégorie qui est apparue pour Afrique de l'Ouest en dessous de Afrique. Là, je l'ai pas fait, mais vous remplirez tous les champs. Description doit être remplie. Vous ne remporterez que la moitié des points si vous n'avez pas saisi du texte ici dans description. Donc n'oubliez jamais de remplir la description. Créer, modifier, publier, supprimer un article, une page ou une catégorie. Alors ça c'est du basique. On n'a pas arrêté de le faire depuis le début de l'année.
Que ça soit les articles ou les pages, ça fonctionne de la même manière. Je vais aller voir les pages. Je veux créer une nouvelle page. Alors là, j'ai la liste de mes pages. Je veux créer une nouvelle page. Je clique sur le bouton « Ajouter une nouvelle page ». Et là, j'arrive dans l'éditeur de page. L'éditeur de page va d'abord vous demander de saisir un titre pour votre page. Test de page. Puis ensuite, on va taper ici le texte. Alors par contre, je me suis en mode code. Je vais repasser en mode visuel. Hop. Donc je tape mon texte. En fonction des éléments que vous voulez rajouter dans votre page, vous cliquez sur le plus bleu qui se trouve en haut et vous avez un ensemble d'éléments que vous pouvez ajouter. Donc que ça soit du texte, que ça soit des images, des galeries, des bannières. Attention, il y a une très grosse différence entre images, galeries et bannières. Les trois ne sont pas la même chose. Les trois permettent d'ajouter des images, mais ils n'ont pas du tout les mêmes comportements. Si on vous demande par exemple d'ajouter une image et d'arrondir les bords, prenez bien soin de prendre le bloc image parce que galerie, vous ne pourrez pas arrondir les bords, ni bannière. Ces deux-là ne peuvent pas être configurés comme l'image. La bannière, basiquement, c'est une image avec du texte par-dessus. Si vous sélectionnez une image, je vais prendre une image au hasard, vous insérez donc, là j'ai inséré un bloc image, je suis en train d'insérer une image dans mon bloc image, j'ai des options qui se trouvent au-dessus. Dans ces options, j'ai la possibilité de rogner une image, donc de cropper, de couper en fait l'image. J'ai la possibilité de rajouter une légende et la possibilité d'ajouter du texte. Si je clique sur ajouter du texte, mon bloc va se transformer en bannière. Comment je le sais qu'il s'est transformé en bannière? Je vais faire un petit retour en arrière. Faites attention à ça. Quand vous avez la barre là-haut, vous avez un icône qui apparaît ici. Cette icône représente le bloc que vous avez sélectionné. Vous pouvez le convertir, ce bloc. En cliquant dessus, vous avez possibilité de le transformer en un autre type de bloc. Si vous cliquez donc, je reviens ici là-dessus, sur ajouter du texte, vous avez vu qu'ici l'icône a changé et je suis passé en bannière. Je n'ai plus les mêmes options d'ailleurs. La galerie, elle, sert à faire une mosaïque d'images. Donc on va sélectionner plusieurs images à insérer dans la galerie et la galerie va se créer d'elle-même. Vous avez toujours deux options, celle de la barre flottante qui se trouve ici, qui permettent de faire les options primaires, et les options secondaires qui se trouvent ici, plus l'onglet ici Design, qui permet de modifier couleur du texte, fond d'écran, opacité de la superposition, etc., etc. Pensez toujours à regarder ces trois éléments-là, barre flottante, les réglages généraux et le design, quand vous réglez un bloc et qu'on vous pose une question sur un bloc. Quand vous faites une composition compliquée, par exemple avec des colonnes, et que vous avez du mal un peu à vous y retrouver, vous avez une sorte de raccourci, une manière de gérer plus facilement tout cet ensemble-là. Par exemple, colonne. Je vais prendre ici, séparer mon bloc en 3 colonnes, et j'aimerais maintenant insérer ma bannière dans ma colonne. Je peux faire, alors, il y a une première manière basique de déplacer des blocs. Quand vous avez inséré un bloc et qui n'est pas au bon endroit, vous pouvez l'attraper et le déplacer de cette manière-là. Et là, je peux décider de le glisser à l'intérieur de mes colonnes. Si vous avez du mal à manipuler ce glissement, il y a une autre solution qui parfois peut faciliter le travail. C'est ici, ces 3 petites barres. On clique dessus et vous avez une liste qui va apparaître ici. C'est la liste des blocs qui composent la page. Je clique sur la petite flèche. Dans colonne, je retrouve 3 types de colonnes. Et dans une de ces colonnes, je retrouve la bannière. Si je veux déplacer ma bannière d'une colonne à une autre, je peux l'attraper et la glisser en dessous. Et là, elle vient de passer ailleurs. Je veux la sortir des colonnes, je la glisse en dessous. Voilà. Non, toujours pas. Bon, voilà, je l'ai sorti, je l'ai remis au-dessus des colonnes. Pensez à essayer de combiner un maximum d'éléments pour la mise en page. Quand on vous demandera de faire une page, il faudra qu'elle soit design. Donc, essayez d'utiliser un maximum d'éléments de design. Quand vous avez fait une composition qui s'avère complexe et riche et que vous voulez regrouper tous ces éléments ensemble pour former plus qu'un seul élément, vous avez la possibilité de tous les sélectionner en maintenant la touche majuscule enfoncée. Voilà, j'en ai sélectionné 2. Et là, vous pouvez les grouper. En faisant un clic droit, vous cliquez sur grouper et ça ne devient plus qu'un seul bloc.
Tout ça a été englobé dans un seul élément. Apprenez à regarder la liste des blocs pour en être familier et ne pas être surpris le jour du BTS. On va probablement vous demander des choses que vous ne connaissez pas. On peut pas avoir tous les blocs, il y en a beaucoup trop. Prenez l'habitude de jeter un œil dans tous ces blocs et de regarder ce qu'il y a. Comme ça, le jour du BTS, quand on vous pose la question, vous ne chercherez pas pendant 100 000 ans et vous irez tout de suite dans les blocs pour les ajouter. Une fois qu'on a fini d'éditer sa plage avec tous les éléments que l'on souhaite, on clique sur publier et la page est publiée et elle est sauvegardée. Vous avez quelques autres options qui existent ici sur la tranche qui pourraient être possibles qu'on vous demande, comme par exemple une image mise en avant. L'image mise en avant ne va pas apparaître sur la page en elle-même, elle va apparaître sur les pages d'archives. Alors on parlera un peu plus tard des pages d'archives. Vous avez la possibilité, en glissant un peu plus bas, de définir une page parente à votre page. Ça, c'est ce qu'on a vu tout à l'heure. Si vous voulez faire des sous-pages, c'est la même chose que ce qu'on a vu tout à l'heure. C'est tout pour la page. Je vais ressortir. Si vous devez créer des articles, ça fonctionne exactement de la même manière. Les articles qui servent au blogging, vous allez les retrouver tous ici et vous allez pouvoir créer un nouvel article avec exactement les mêmes outils que l'éditeur de page. La différence, c'est que l'article, vous avez la possibilité, vous avez beaucoup plus d'options pour les articles. Vous avez la possibilité de le passer en public privé, de changer la date. Ça aussi, vous pouvez le faire pour la page, en fait, je dis des bêtises. Par contre, vous avez une option ici qui vous sera demandée, c'est épingler en haut du blog. Ça, c'est si on vous demande de faire en sorte qu'un article apparaisse systématiquement en haut du flux d'actualité. Vous allez pouvoir bloquer votre article en haut du flux d'actualité, c'est-à-dire qu'il va rester figé tout en haut du flux d'actualité, même si sa date est passée et qui date d'un an. On reviendra sur ces notions-là quand on va parler du blogging. Format de publication, vous en foutez, on vous demandera pas. Par contre, on pourra vous demander éventuellement de changer le propriétaire d'un article. Il est ici, auteur, vous avez possible de cliquer dessus et changer le nom du propriétaire de l'article. Un article doit toujours être associé à une catégorie. On va en reparler tout à l'heure dans le blogging. Vous allez choisir ici l'article auquel votre article doit être associé, et la catégorie auquel votre article doit être associé. Normalement, une seule catégorie et une étiquette. Les étiquettes, soit vous en inventez une, soit vous utilisez celle qui existe déjà. Vous avez ici déjà quelques étiquettes qui vous sont proposées dans les plus utilisées. Sinon, vous pouvez en créer une directement ici en tapant son nom. Une étiquette, c'est quoi? C'est comme une catégorie, mais c'est additionnel aux catégories. Catégorie, c'est la manière principale de classer vos articles, comme on l'avait fait avec les idées voyages et on les avait classés par continent. Mais parfois, vous avez des thèmes communs qui appartiennent à différentes catégories. Comment lier tous ces articles qui appartiennent à différentes catégories et les retrouver dans un seul endroit? Et ben c'est à ça que servent les étiquettes. Par exemple, j'ai fait un article sur les plages de France, un article sur les plages des États-Unis, un article sur les plages d'Asie. Je veux pouvoir retrouver toutes les plages du monde. Je vais ici saisir une étiquette les plages. Je valide avec la touche entrée. L'article a été associé à les plages. Et tous les articles qui ont été associés à l'étiquette les plages permettra, quand on va cliquer sur le nuage d'étiquettes qu'on a vu tout à l'heure dans les plages, de retrouver tous les articles qui appartiennent à cette étiquette-là. Et peu importe leur catégorie, ça permet de court-circuiter les catégories en fait, et de retrouver un article même s'il est dans des catégories différentes. Définir une image mise en avant, c'est pareil, c'est pour les pages archives. Je vous montrerai un exemple tout à l'heure. Alors, publier, supprimer un article, on va revenir en arrière. Pour supprimer un article, c'est des options qui apparaissent quand on est dans la liste des articles. Ça marche de la même manière pour les pages. Ici, un article vous plaît pas, vous voulez le virer, vous le survolez, vous voyez ici, vous avez des options. Corbeille, vous cliquez sur corbeille, ça le fout à la poubelle. Utilisez les blocs, titres, paragraphes, boutons, bannières, images, galeries, tableaux, flux RSS, calendrier, audio, fichiers. Ça, c'est un peu tous les blocs qu'on a vus tout à l'heure. On les a pas tous vus, on peut pas tous les voir. On va peut-être voir boutons parce qu'il est important et titres. Je prends un article au hasard. Ça fonctionne de la même manière pour les pages. J'ai besoin de découper mon article en plusieurs sections. Je vais créer des sous-sections. Pour ça, je vais utiliser le bloc titre. Seulement, ce bloc titre, je vais lui définir une hiérarchie. Ça, c'est important.
les H1 à H6, ça va vous permettre de modifier la hiérarchie de vos titres. S'il y a des titres qui sont d'importance de premier niveau, vous les mettrez en H2. S'il y a des sous-titres à ces titres H2, vous les passerez en H3. Tous les sous-titres qui sont en dessous d'un titre de type H2, vous les mettrez en H3. Basiquement, ça m'étonnerait que vous ayez à utiliser des titres H3. Je pense que tous vos titres seront H2. Mais si vous avez besoin de préciser des sous-titres à un moment à un titre, vous les passerez en H3. Le bouton. Le bouton, c'est un bloc qui permet en fait de montrer un lien sous forme de bouton. C'est pas la seule manière de faire des liens. On va voir tous les liens on va les voir maintenant, les liens. Commençons par bouton. Je cherche le bouton, je clique sur bouton, ça m'ajoute ici un bloc bouton. Ce bloc bouton, je vais d'abord lui taper du texte, par exemple contactez-nous. Ensuite, ce texte, je vais le surligner. Pour rappel, quand vous faites un lien, surligner un texte permet de transformer ce texte en encre du lien, c'est-à-dire que ce texte remplacera le lien que vous allez mettre. Si vous surlignez pas le texte, votre lien http://w le nom du site.com/ je sais pas quoi va apparaître à la place du texte. Et ça, c'est pas esthétique. Donc on ne fait pas ça, vous ne trouverez jamais un lien sous cette forme-là dans l'univers internet. Il y a toujours un texte de remplacement qui vient couvrir le lien. Ce texte, il est là, c'est contactez-nous, je le surligne. Je vais cliquer ensuite sur le chaînon qui se trouve là et je vais chercher ma page contact. Il me propose une liste de pages qui existent dans mon site. Je clique dessus, je viens de lier ce bouton à ma page contact. Pour créer un lien normal maintenant, je vais prendre une partie libre. Un lien normal, ça se fait avec un bloc de texte. N'importe lequel bloc de texte, ça doit être du texte. Et je vais taper, comme je l'ai fait tout à l'heure, l'encre de mon lien, se rendre sur la page accueil. Je surligne le texte, je clique sur le chaînon, je tape le nom de la page que je cherche, il me l'a proposé, je clique dessus, je viens de faire un lien. Ça, c'est un lien simple. Si vous devez lier un lien à une page externe, c'est-à-dire à un autre site, prenons Wikipédia. Dans ce cas-là, vous allez prendre l'URL de votre page Wikipédia, copier, vous revenez ici. Je surligne, je clique sur le chaînon, je colle mon lien, je valide. Par contre là, c'est pas fini. Quand on fait une page externe, il faut l'ouvrir dans un nouvel onglet. Donc, je reclique sur mon lien, je clique sur le petit crayon et j'ai de nouvelles options qui sont apparues. Ouvrir dans un nouvel onglet. Et c'est tout. Dernier type de lien que vous pourrez... Ah non, il y a deux autres types de liens que vous pourrez être amené à rencontrer. D'abord, on va faire les liens de type image. Toute image peut être transformée en lien. Vous cliquez sur une image, vous allez retrouver ce même symbole du chaînon. Vous cliquez dessus et vous tapez la page que vous voulez lier. Je vais reprendre le même exemple, accueil. Et voilà. Maintenant, quand les gens vont cliquer sur l'image, ils vont être redirigés vers la page d'accueil. Dernier lien, celui-ci est un peu plus spécial, c'est pour envoyer un email. Il y a un petit mot-clé qui est à retenir. Nous écrire. Je fais le chaînon. L'adresse à laquelle je souhaite que les clients m'écrivent, c'est pbilquet@hotmail.fr. Si je valide mon adresse email comme ça, ça va pas fonctionner. Voilà le mot-clé qu'il va falloir retenir. Il faut mettre avant l'adresse email ce qu'on appelle la balise mail-to. C'est un mot-clé M-A-I-L-T-O, 2 points. Et là, une fois que vous avez saisi ça, votre lien mail fonctionne. Je valide. Si je clique dessus, ça va m'ouvrir ma boîte mail. Si vous avez une erreur 404 quand vous cliquez dessus, c'est que vous avez oublié mail-to. Ajouter un média photo, vidéo, audio, c'est du basique, vous saurez faire. Vidéo, en général, ce sera un lien. Les photos, vous aurez à les télécharger depuis soit votre médiathèque, soit depuis votre disque dur. Insérer et modifier une galerie. Bon, galerie, c'est du basique. Je vous montre quand même, mais normalement, vous devez savoir faire ça. Je tape galerie, je clique dessus. Il me demande de sélectionner un certain nombre d'images. Je vais sélectionner ces images-là. Hop, insérer, créer une nouvelle galerie. Voilà, ma galerie est faite.
Créer, insérer des liens internes, externes, on vient de le faire. Insérer une carte dynamique via le bloc map. Ça, c'est un bloc, comme un autre. Vous prenez un endroit libre dans votre page, vous cliquez sur le plus, vous tapez map, et voilà, vous avez votre map. La map va s'insérer. Pour la configurer, ça se passe à droite, ici. Vous tapez votre adresse, c'est terminé. Le blogging, c'est une section différente de votre site. Votre site peut être soit un site vitrine, soit un site blog, soit un mélange des deux. Mais ce sont deux parties bien distinctes dans votre site qui n'ont rien à voir l'une avec l'autre. Pour les configurer, il y a deux pages techniques qui permettent de les configurer, qui servent de portail d'accès, si vous voulez, à l'un et l'autre. Pour votre site vitrine, le portail d'accès à votre site vitrine, c'est ce qu'on appelle la page d'accueil. Pour un blog, le portail d'accès à votre blog, ça s'appelle la page tous les articles. C'est leur nom. Ces pages-là doivent être d'abord créées en amont dans la section page. On va aller dans page et on va créer dans un premier temps une page qu'on va appeler par exemple page d'accueil. Et on va créer une autre page qu'on va appeler page tous les articles. Ces pages, une fois qu'elles sont créées, elles ne sont pas encore activées dans WordPress. Il va falloir les déclarer dans les paramètres de WordPress. Je vais créer d'abord les pages en question. La page des articles doit être vide. On met juste un titre. Je vais créer maintenant la page d'accueil. La page d'accueil peut avoir n'importe quel nom, peu importe. Une fois que ces deux pages sont créées, il va falloir se rendre dans le menu qui permet de les déclarer. Donc on va se rendre dans Apparence, Personnaliser, encore et toujours personnalisé. Vous descendez tout en bas et vous allez retrouver Réglage de la page d'accueil. Vous cliquez dessus. Là, vous allez avoir la possibilité de définir votre page d'accueil. Je vais désigner la nouvelle page que je viens de créer. Bienvenue. Et ici, page des articles, vous avez la possibilité de désigner votre nouvelle page qui va servir de page des articles et que j'ai appelé tous les articles qui doit être quelque part par là. Voilà. C'est fait, vous possédez maintenant une section blog. La section blog, donc la page d'accueil, c'est une page d'accueil basique. Pour être sûr que votre page d'accueil a bien été configurée, vous cliquez sur le logo. Si vous cliquez sur le logo et que votre page apparaît, c'est que vous avez bien configuré votre page d'accueil. Tous les articles, là il n'apparaît pas, il faudrait qu'on l'insère dans le menu. Il n'a pas été inséré encore dans le menu. Mais normalement, quand vous avez défini une section tous les articles, vous allez avoir une sorte de sommaire qui va lister tous les articles existants. C'est ce qu'on appelle le flux d'actualité ou dans le jargon WordPress, une page archive. Il y a trois types de pages archives. Il y a la page tous les articles qui liste tous les articles sans se préoccuper des catégories. Ça prend tout. Ensuite, il y a les catégories. Les catégories, ce sont aussi des pages archives. Quand on va cliquer sur le nom d'une catégorie, on va se retrouver dans une page du même style que tous les articles, qui va lister tous les articles, mais cette fois-ci filtrés par catégorie. Et les étiquettes sont aussi des pages archives. Pour faire apparaître les catégories et les étiquettes, vous avez la possibilité soit de les faire apparaître dans le menu, soit de les faire apparaître dans une barre latérale, soit de les faire apparaître dans une page. Ce sont des blocs que vous allez ajouter. Tout ce qui est lié au blogging, comme je vous disais tout à l'heure, se retrouve dans Articles. On y retrouve tous les articles existants, les différentes catégories que vous avez créées et les différentes étiquettes que vous avez également créées et que vous pourrez par la suite associer à un article. Voilà pour le blogging. On va revenir sur nos commentaires. On était où? Modérer, répondre à un commentaire. Alors quand on entend modérer, ça veut dire valider un commentaire posté par vos utilisateurs. Un visiteur qui s'est rendu sur votre site et qui a posté un commentaire, vous allez le retrouver dans ce menu-là. Vous cliquez là-dessus, là vous aurez la liste de tous les commentaires postés par vos visiteurs. Vous aurez la possibilité de modifier un commentaire, de le mettre en indésirable, ça veut dire que c'est du spam, ou de le mettre à la poubelle, ou de l'approuver. C'est tout ce qu'il y a à savoir pour la gestion des commentaires. En revanche, il y a un autre menu que vous devez connaître pour les commentaires. C'est pour créer des règles auto. C'est un genre de pare-feu en fait, ou une intelligence artificielle qui va permettre
de jeter ou d'accepter à votre place les commentaires sans que vous ayez à les vérifier un à un. Alors ça se passe dans Réglages, commentaires. Donc il y a deux menus pour commentaires. Ici, pour gérer les commentaires au quotidien, et ici, pour créer des règles automatiques de gestion des commentaires. Réglages commentaires. Quand on est ici, le premier champ qui se trouve ici, c'est une blacklist qui va permettre, dès qu'il trouve dans un commentaire un mot-clé, de le bloquer automatiquement. Donc par exemple, je vais mettre ici un gros mot. Dès que ce gros mot apparaît, dès que quelqu'un écrira gros mot dans un commentaire, le commentaire sera automatiquement bloqué. Vous avez un utilisateur qui vous casse les pieds parce qu'il sème la zizanie, c'est un troll ou autre. Vous mettrez son nom d'utilisateur ici. Et dès que cet utilisateur essaiera d'écrire un commentaire, ces commentaires seront automatiquement bloqués. Si vous avez plusieurs mots-clés à mettre, plusieurs adresses web, plusieurs utilisateurs, à chaque fois vous ferez un retour à la ligne et vous taperez le mot-clé qui doit être bloqué. Ces deux champs fonctionnent de la même manière. L'un va permettre juste de bloquer le commentaire, l'autre le met directement à la poubelle. Et il y a une dernière case à connaître, c'est celle-ci. Celle-ci va court-circuiter les champs de modération automatique. Il va automatiquement bloquer tous les commentaires. Générer et compléter une page de politique de confidentialité. Cette page de politique de confidentialité, si elle a déjà été créée, tant mieux, vous la retrouverez ici dans page. Si en revanche, elle n'a pas déjà été créée et qu'on vous demande d'en créer une, il va falloir se rendre dans Réglages, confidentialité. Ici, vous allez trouver un bouton qui vous permet de créer une page de confidentialité d'après le modèle de la CNIL. Donc, c'est une page conforme légalement. Il n'y aura plus qu'à la mettre à jour si on vous demande de la mettre à jour. Si je clique sur Créer, il va me créer dans la section page une nouvelle page. Alors, il l'a fait, il a créé une nouvelle page et il m'a automatiquement ouvert cette page sans me le demander. Si je clique ici et que je reviens en arrière, je trouverai cette page dans la liste des pages qui est ici, politique de confidentialité. Attention, des fois, il affiche pas toutes les pages. Il faudra bien penser à cliquer sur la petite flèche pour faire défiler les différentes sections. Quand j'ai créé cette page de confidentialité ou que je l'ai mis à jour, parce que ça peut vous être demandé, allez dans la page de confidentialité et modifier l'adresse du site par celle-ci, par exemple. Il va falloir activer la page de confidentialité. Comme je disais, il y avait deux autres pages précédemment qui étaient des pages spéciales qu'il fallait configurer dans le menu de WordPress. Ici, c'est pareil. Pour la page de confidentialité, on va dans Réglages, confidentialité. Et en bas, on va trouver une petite liste qui nous montre toutes les pages qu'il a trouvées dans mon site. Et il va me demander quelle page est la vraie page de confidentialité. Politique de confidentialité, je l'ai trouvée, je clique ici, utiliser cette page. Et ça y est, maintenant, elle est configurée comme véritable page de confidentialité. Utiliser une bibliothèque média. Bon, là, il n'y a rien vraiment de bien sorcier à connaître. Utiliser une bibliothèque média, ça se trouve ici. C'est là où se trouve votre médiathèque. Quand vous cliquez dessus, tout ce qu'on va vous attendre de vous, c'est de savoir si vous êtes capable de supprimer une image. Donc, vous cliquez dessus et vous cliquez sur supprimer, ici. Ou si vous êtes capable d'optimiser son SEO. C'est quoi optimiser le SEO d'une image? C'est simplement mettre des mots-clés. Alors normalement dans la vraie vie c'est pas ça, mais pour le BTS ça sera suffisant. Vous mettez des mots-clés sur cette image et vous copiez ces mots-clés dans chacun des champs qui se trouvent ici. Vous recopiez à chaque fois la même chose. Pour passer à l'image suivante, vous cliquez sur la flèche qui est là et vous mettez vos mots-clés partout. Voiture de sport, etc. Et puis vous copiez ça partout. Et là vous avez fait le SEO de votre image. C'est possible qu'on vous demande d'optimiser le SEO d'une seule image. Ajuster et positionner un média. Alors ça, c'est du basique, mais normal, vous devez théoriquement savoir le faire, mais on va quand même voir au cas où. Les pages, les images, quand vous les mettez par défaut, quand vous n'avez pas édité, au début, vous le laissez au milieu de la page, mais il est possible qu'on va vous demander de l'aligner à droite ou à gauche. Donc, image, médiathèque. Je vais prendre cette image-là, sélectionner. Donc, par exemple, je vais redimensionner mon image. Je vais la positionner à droite avec ce bouton qui se trouve là.
aligné à droite. Quand l'image est alignée à droite, le texte va s'envelopper dessus. Donc, je vais prendre un exemple, je tape du texte. Pourquoi il m'efface tout le temps mais ah, je crois que je sais. Hop. Voilà, on a le texte qui se met automatiquement à gauche de l'image. Renseigner les textes alternatifs, le titre, la légende et la description d'une image. C'est ce qu'on vient de faire tout à l'heure pour vos mots-clés optimiser le SEO. Créer, modifier les menus et sous-menus. Alors ça se passe dans apparence personnalisée. Je ressors. Apparence personnalisée. Et là, vous cherchez le menu qui s'appelle menu. On clique dessus. Normalement, vous aurez probablement déjà un menu de créer. Soit vous aurez à le modifier, soit on vous demandera de créer un nouveau menu. S'il faut le modifier, vous cliquez dessus. Vous allez retrouver les pages qui constituent actuellement ce menu. Si vous devez ajouter de nouveaux éléments, vous cliquez sur le bouton qui se trouve là et vous allez avoir ici toute une liste d'éléments qui est possible d'ajouter à votre menu, comme les pages. Je veux ajouter par exemple justement ma page tous les articles que j'ai ajouté tout à l'heure mais qui n'étaient pas dans le menu. Je clique dessus, voilà, elle a été ajoutée à mon menu, on va pouvoir la voir ici. Si je veux créer des sous-menus, je peux créer des sous-menus avec d'autres éléments. Par exemple, supposons que mes catégories voyage, idées voyage, actu des voyageurs et tuto conseil doivent être des sous-menus de tous les articles. Je vais glisser ça sur la droite et ça va me créer un sous-menu. Si je galère pour les déplacer sur la droite et que ça veut pas bien marcher, vous cliquez sur le bouton réorganiser ici et vous avez la possibilité grâce aux petites flèches de le faire plus facilement, ce déplacement. Voilà. Là, j'ai créé un sous-menu, actu des voyageurs, idées voyage, tuto conseil, qui se trouve dans tous les articles. Si je clique sur tous les articles, j'ai la liste de tous les articles. Si je clique, tiens, il n'a pas dû être configuré correctement, mon truc, j'ai pas dû sauvegarder tout à l'heure, sinon j'aurais la liste de tous les articles. Si je clique sur une catégorie, je vais retrouver tous les articles qui ont été associés à cette catégorie. Et voilà un exemple d'image mise en avant. Tout à l'heure, je vous disais sur les pages et les articles, quand on vous demandera de mettre une image mise en avant, vous ne la verrez pas apparaître au sein de l'article ou de la page. Par contre, vous la verrez apparaître dans les pages archives. Nous sommes actuellement dans une page archive, c'est-à-dire une catégorie. Voilà une image mise en avant qui a été qui apparaît. Et si je clique sur l'article, on ne retrouvera pas forcément cette image, à part si la personne a pensé à la doublonner et à la remettre. Si on vous demande de modifier la nature du menu, qui par défaut est un menu principal, donc tout en haut du site, en en-tête, on vous demande de le mettre par exemple en menu secondaire. Vous décochez ça, vous cochez menu secondaire. Dans ce cas-là, vous allez voir un haut, votre menu aura disparu et il sera remplacé par autre chose. Moi, je vais le remettre en menu principal, c'est dégueulasse. Il y a un menu que vous devez connaître parce qu'il est nouveau pour votre promotion, c'est celui-ci, menu hors champ. On va probablement vous tester dessus. La différence entre menu hors champ et menu principal est la suivante. Menu principal, c'est ce qui apparaîtra pour les ordinateurs. Menu hors champ, c'est ce qui apparaîtra pour les smartphones. Vous avez la possibilité de mettre le même menu pour les ordinateurs et pour les smartphones, mais vous avez aussi la possibilité de décider un menu différent pour les ordinateurs et un menu différent pour les smartphones. La personne qui consultera le site avec son smartphone n'aura pas le même menu que si elle le consultait avec un ordinateur. La raison, c'est que parfois sur smartphone, on n'a pas assez de place, donc on est obligé de réduire les menus. On va vous demander parfois de faire un menu hors champ. Donc ça, c'est quand on modifie un menu existant. Si je dois créer un nouveau menu, le bouton se trouve là. Je clique sur créer un nouveau menu. On donne un nom au menu. On choisit où est-ce que, quel type de menu il s'agit. Est-ce que c'est un menu principal, un menu hors champ, un menu pied de page. On fait suivant. Et ensuite, vous cliquez sur ajouter des éléments. Ça marche de la même manière. Menu sous menu, c'est fait. Créer un menu hors champ, on vient de le voir. Ajouter un menu catégorie page, lien personnalisé. Donc on a vu catégorie et page. Lien personnalisé, on l'a pas vu, mais c'est ultra basique. Vous avez ici un élément qui s'appelle lien personnalisé. Ici, vous avez la possibilité de rentrer une URL de votre choix vers un autre site ou je sais pas quoi d'autre. Bon, je l'ai jamais vu encore demander, lien personnalisé, mais gardez-le en tête puisqu'ils l'ont mis dans le référentiel.
Paramétrer le menu des réseaux sociaux. On a vu tout à l'heure comment ça fonctionnait. Utiliser les onglets Back Office et Front Office. Front Office, c'est ce que voit le visiteur, c'est ici. Ça, c'est quand vous cliquez sur, par exemple, là, je clique sur ce bouton-là, je passe en Back Office. Je clique sur ce bouton-là, je passe en Front Office. Paramétrer la page d'accueil, page statique ou affichage des derniers articles. On l'a fait tout à l'heure. C'est quand on a décidé quelle page devait servir de page d'accueil et quelle page devait servir de page de blog. Page de blog, c'est tous les derniers articles. Modifier les réglages de lecture et de commentaires. On l'a vu tout à l'heure, ça c'est pour créer des règles automatiques de commentaires. Insérer un fil d'Ariane. Si vous cherchez un petit peu, vous le trouverez par vous-même. Rien de sorcier. Ça se passe dans personnalisation. On va revenir à la base. On est dans le menu personnalisation. Vous regardez un petit peu ici. Vous voyez fil d'Ariane. Vous cliquez dessus et on va vous demander où est-ce que vous voulez faire apparaître votre fil d'Ariane. Par défaut, il sera sur aucun. Vous avez juste à sélectionner une des options qui se trouve ici et c'est bon, votre fil d'Ariane est configuré. Structurer le texte, titre, sous-titre, utiliser des mots-clés, utiliser des liens internes et externes, renseigner les étiquettes, baliser les descriptions, activer, utiliser l'extension. Yoast, tout ça, ça concerne un seul et même truc, c'est Yoast. Donc comme je vous l'ai souvent dit, on va vous piéger, Yoast sera installé mais ne sera pas activé. Yoast est une extension, donc on va dans les extensions pour les trouver. Une extension, quand on installe une extension, ne veut pas dire qu'on va pouvoir l'utiliser après l'installation. Après l'installation, il faut encore aller l'activer. C'est ce qui va se passer avec Yoast. Vous allez donc aller dans Apparence et vous allez... non, je dis une connerie, c'est en dessous. Vous allez aller dans Extensions, vous allez cliquer dans Extensions et là, vous allez trouver la liste de toutes les extensions qui ont été ajoutées à votre site. Certaines seront activées, certaines seront désactivées. Dans le cas de Yoast, ça sera désactivé. Donc, vous allez le trouver en blanc, ici. Vous allez cliquer sur le bouton « Activer ». Une fois que Yoast est activé, vous allez pouvoir commencer à l'utiliser. Pour utiliser Yoast, ça s'utilise que dans deux endroits uniquement. Ça s'utilise dans une page ou dans un article. Pour ça, il faut ouvrir une page ou il faut ouvrir un article. On va vous demander d'aller sélectionner un article, par exemple, de choisir l'article, je sais pas moi, l'activité NBA. Et là, on vous demandera au sein de cet article, maintenant il n'y a rien, mais bon, je vais en prendre un autre, de optimiser le SEO. Bon, moi j'ai rien non plus, c'est pas grave, on s'en fout. Yoast se trouve tout en bas de la page, donc il faudra faire défiler. Là, on le voit tout de suite, il est là. Mais dans certains articles qui seront très longs, il sera tout en bas, donc il faudra bien faire défiler. Je vais prendre celui-ci, voilà. Donc là, on fait défiler, on fait défiler, on fait défiler, et on arrive en bas et on retrouve Yoast. Comment fonctionne Yoast? Déjà, vous oubliez ce bouton, vous cliquez pas dessus. C'est une offre payante, on s'en sert pas. Par contre, vous devez obligatoirement rentrer ici une requête cible. Pour rappel, la requête cible, ce sont les mots-clés que vous pensez que vos utilisateurs vont taper dans Google pour trouver votre article. Donc par exemple, conseil, voyage, Maroc. Ça, c'est probablement les mots-clés que vos visiteurs vont saisir dans Google. Et Yoast, en analysant ces mots-clés, va vous dire s'il pense que votre article est suffisamment optimisé pour être remonté par Google. Donc pour ça, on va directement en bas, analyse SEO, et on regarde tous les petits panneaux rouges, orange et vert pour voir ce qui a été optimisé ou pas. Dès que vous allez solutionner un des problèmes qui a été relevé, le panneau rouge va disparaître pour passer en vert. Maillage interne, il n'y a aucun lien interne dans cette page, assurez-vous d'en ajouter. Des liens internes, c'est des liens que vous allez rediriger vers la page contact, page d'accueil, peu importe. Requête dans l'introduction. Votre requête, donc on entend ici cette requête-là, conseil voyage au Maroc, ils disent qu'elle n'apparaît pas dans l'introduction. Votre requête ou ses synonymes n'apparaissent pas dans le premier paragraphe. Assurez-vous que le sujet soit rapidement évoqué. Tout simplement, vous prenez vos mots-clés, vous les copiez, vous collez là-haut, et normalement le panneau disparaît. Faites 2 points histoire de faire moins bizarre, et on est bon. Donc là, le panneau a disparu. Densité de la requête cible a été trouvée seulement une fois dans votre texte, c'est pas assez, il faut la répéter. Requête dans le titre SEO. Le titre SEO, il se trouve ici. Le titre SEO et la métadescription, c'est le métatitre, c'est ce qu'on parlait dans PrestaShop tout à l'heure, c'est pour prendre la main sur le lien que va afficher Google. Vous ne vous posez pas de questions, dès que vous arrivez ici, vous effacez tout et vous remplacez le texte par un texte de votre choix.
conseil voyage pour partir au Maroc. Et là, on est bon. Découvrez les raisons captivantes de partir au Maroc en ce moment. Ça, c'est ce qu'on appelle le slug. Il est beaucoup trop long. Un slug doit être raccourci. C'est ce qu'on appelle une URL simplifiée. On va retirer tous les mots non essentiels. En fait, on va tout simplement remplacer par notre mot-clé. Conseil voyage Maroc. Attention, le slug ne peut pas contenir d'espace. Donc, il faudra mettre des symboles pour combler les espaces. Ici, des underscores. Métadescription, nos meilleurs conseils pour voyager au Maroc dans les meilleures conditions. Voilà une métadescription. Ici, Yoast vous dira si vous avez suffisamment utilisé l'espace alloué pour ça. Et vous continuez à faire élément après élément jusqu'à passer tous les panneaux rouges en vert. Requête dans les images, c'est quoi? Requête dans les images, c'est la balise Alt. Quand vous cliquez sur une image, vous allez avoir ici à droite un champ qui s'appelle texte alternatif. Ici, vous mettez votre mot-clé, tout simplement. Et vous faites ça pour chacune des images. Là, j'ai cliqué sur l'image d'en dessous et je vais faire pareil avec toutes les images. Etc., etc. Si vous arrivez à ne conserver que 2 panneaux rouges, les examinateurs vont considérer que c'est bon. Vous avez validé l'étape Yoast optimisation SEO. Si vous avez 3, ils vont dire que c'est à peu près OK, mais que c'est pas tout à fait OK. Si vous avez plus de 3, ils vont dire que c'est passable et que c'est pas terrible. Pensez aussi à vérifier que ce petit panneau lisibilité soit au moins en orange. Pas forcément en vert, mais surtout pas en rouge. C'est tout pour l'optimisation SEO. Il reste un dernier point et on a fini. C'est les utilisateurs WordPress. Donc WordPress, on travaille en équipe. On est plusieurs équipiers comme pour PrestaShop à travailler dans la même boutique ou la même agence. Il va falloir créer un profil pour chacun. Pour ça, on va dans Compte. Et on a la liste ici de tous les utilisateurs. On peut ajouter un nouveau compte. Le seul truc que vous devez bien retenir ici, c'est de ne pas vous tromper au niveau du rôle. Vous avez 6 rôles. Celui qui permet de tout faire, c'est administrateur. Et plus on va dans ce sens-là, plus on réduit les droits de l'utilisateur. Abonné, il peut rien faire. Contributeur, il peut écrire des articles. Auteur, il peut écrire des articles et modifier des articles et des pages. Et éditeur, éditrice, il peut modifier des articles et des pages qui ne lui appartiennent pas. Voilà, grosso modo. C'est tout. On a fait le tour de WordPress. Qu'est-ce que je pourrais dire pour simplifier, parce que à première vue, là, vous êtes pris beaucoup d'informations dans la tronche. Juste que retenez bien que les pages ne servent qu'à un site vitrine. Si on vous demande de faire exclusivement un site vitrine et pas de blog, il n'y a pas d'article à créer. Les articles ne servent qu'au blog. Un site vitrine contient peu de pages, pages de contact, pages de présentation des services, pages d'accueil, pages de confidentialité, pages d'adresse, pages de contact, bref, voilà. Et en général, ça sera à peu près tout. Les articles, par contre, on les écrit en masse. Les articles, c'est de l'actualité. C'est pour fidéliser nos clients, les faire donner envie de revenir sur notre site. On va parler de tout ce qui nous intéresse et pas forcément de la présentation de la boutique. Présentation des équipes, ça sera une page. Mais par contre, journée porte ouverte, venez nombreux, ça sera un article. WordPress, ça peut vous paraître peut-être confusant parce qu'il y a beaucoup d'options, mais en réalité, pratiquez-le juste un tout petit peu. Faites 2-3 essais, essayez de faire un site, vous allez voir que ça va vite vous rentrer dans la tête, c'est loin d'être aussi compliqué que ce que vous pensez. Il y a beaucoup moins de menus à retenir que dans PrestaShop. Une fois que vous avez compris le concept du site vitrine et du site blog, tout va rouler tout seul.